Personne ne s'attendait à ce qu'une femme de ménage tienne tête à un milliardaire. Mais elle est revenue après 9 mois, avec une révélation choquante. Ce bébé est le tien. Et je n'ai jamais été avec un autre homme. Si tu aimes les histoires d'amour et de romance, regarde jusqu'à la fin. Abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire disant d'où tu écoutes cette belle histoire. On continue battait contre les vitres du 48e étage avec une violence qui semblait vouloir briser non seulement le verre, mais toute la solidité de cet empire d'acier et de béton que Vincent Delval avait bâti sur les cendres de sa propre humanité. Il observait la tempête depuis son bureau, les mains croisées dans le dos, son costume italien impeccable, même à 2 heures du matin, quand la ville dormait et qu'il restait éveillé, comme toujours, comme si le sommeil était une faiblesse qu'il ne pouvait se permettre. Vincent Delval n'avait pas dormi depuis 17 ans, pas le sommeil profond et réparateur qui venait avec la paix de l'esprit. Il somnolait, 3-4 heures par nuit, toujours alerte, toujours prêt pour la prochaine attaque, la prochaine trahison, le prochain abandon. Car l'abandon était ce qu'il connaissait le mieux. L'abandon était le langage qu'il avait appris à 7 ans, quand il s'était réveillé un matin et que sa mère n'était tout simplement plus là. Ce qui restait d'elle, c'était des fragments. Le parfum de jasmin qu'il sentait parfois dans les ascenseurs, le son d'un rire féminin qui le faisait tourner la tête dans les restaurants, le souvenir de doigts délicats passant dans ses cheveux avant de dormir. Mais c'était avant qu'elle ne décide qu'il n'était pas suffisant pour qu'elle reste, avant qu'elle ne choisisse la liberté plutôt que son fils. Son père, Richard Delval, n'en avait jamais parlé, jamais expliqué, jamais consolé. Il avait seulement dit, avec la froideur qui caractérisait tous les hommes de la famille, « Les hommes Delval ne pleurent pas. Les hommes Delval construisent des empires. » Et Vincent avait construit. Mon Dieu, comme il avait construit. La corporation Delval était plus qu'une entreprise. C'était une machine de guerre économique qui écrasait les concurrents et transformait les rêves en chiffres sur des feuilles de calcul. Vincent dirigeait tout avec une précision chirurgicale, sans jamais permettre aux émotions d'interférer avec les décisions. Il avait appris à 15 ans, lorsqu'il avait tenté de se rebeller contre son père et avait été envoyé dans un internat en Suisse, que les sentiments étaient des luxes qui coûtaient trop cher. Maintenant, à 43 ans, il était exactement ce que le monde attendait de lui. Impitoyable, brillant, richissime et complètement vide à l'intérieur. Ses relations avec les femmes étaient des transactions commerciales déguisées en rendez-vous intimes. Il payait, elle faisait semblant de désirer, tout le monde connaissait les règles, personne ne se blessait. C'était simple, prévisible, sûr. Mais cette nuit-là, tandis que la tempête s'intensifiait dehors, quelque chose dans la poitrine de Vincent semblait faire écho au bruit du tonnerre. Il avait passé l'après-midi à relire des lettres qu'il avait trouvées par hasard dans le dossier personnel de son père, mort 3 ans auparavant. Des lettres que sa mère lui avait écrites, des lettres qui n'étaient jamais arrivées entre ses mains, des lettres qui parlaient de nostalgie, de regret, d'amour. Des lettres qui révélaient une vérité différente de celle qu'il avait portée pendant des décennies. Elle ne l'avait pas abandonné. Elle avait été expulsée. Vincent ferma les yeux et pressa les paumes de ses mains contre ses tempes. La migraine qui le tourmentait depuis des jours semblait vouloir lui briser le crâne. Il devait sortir d'ici, rentrer chez lui, prendre une douche froide, boire du whisky jusqu'à s'endormir. Mais d'abord, il devait finir de réviser les contrats pour la réunion du lendemain matin. 3 étages plus bas, Aurore Ménard poussait le chariot de nettoyage dans le couloir silencieux, ses pas résonnant doucement sur le marbre poli. Elle aimait le quart de nuit. Il y avait de la paix dans ces couloirs vides, une solitude qui ne pesait pas sur ses épaules comme la solitude de sa vie personnelle. Là, elle pouvait travailler en silence, perdue dans ses pensées, sans avoir à feindre des sourires ou à répondre à des questions sur sa vie. Aurore était arrivée à Paris 6 mois auparavant, ne transportant qu'une petite valise et l'adresse d'une pension bon marché au centre-ville. Elle venait de la campagne, d'une petite ville dans les montagnes du sud où elle avait grandi avec sa grand-mère, une femme forte qui lui avait appris que la dignité n'avait pas de prix et qu'un travail honnête, aussi humble soit-il, valait plus que n'importe quelle aumône. Madame Clarisse était morte l'hiver précédent, laissant Aurore complètement seule au monde. Sa mère l'avait abandonnée quand elle n'avait que 3 ans, partant un matin sans explication, sans adieu, laissant seulement un mot disant qu'elle n'était pas née pour être mère. Aurore avait grandi en entendant les voisins parler à voix basse de la femme qui avait eu le courage d'abandonner sa propre fille, comme si c'était un acte de bravoure et non de lâcheté. Mais sa grand-mère n'avait jamais dit du mal de sa fille devant Aurore.
Madame Clarisse disait seulement « Ta mère a fait ce qu'elle a pu, ma petite. Toutes les femmes ne naissent pas en sachant aimer, mais toi tu sauras. Tu seras différente. » Et Aurore avait grandi en y croyant, nourrissant un espoir silencieux qu'un jour elle serait aimée pour de vrai, qu'un jour quelqu'un choisirait de rester. Le diplôme de technicienne en gestion accroché au mur de sa minuscule chambre de pension était un rappel constant des rêves qui avaient dû être reportés. Elle avait tenté quelques entretiens quand elle était arrivée dans la capitale, mais la réalité était cruelle. Sans expérience, sans contact, sans le bon nom de famille, les portes restaient fermées. Le poste de femme de ménage de nuit à la corporation d'Elval avait été un cadeau du ciel, même si le salaire couvrait à peine ses dépenses de base. Aurore n'avait pas honte de son travail. Elle nettoyait chaque bureau, chaque salle de bain, chaque couloir avec le même soin qu'elle dédierait à une œuvre d'art. Il y avait de la fierté à bien faire, à être fiable, à passer inaperçue mais à ne jamais être négligente. Les cadres qui travaillaient parfois tard la saluaient avec une cordialité distante, et elle répondait avec une politesse discrète. C'était une danse sociale dont tout le monde connaissait les pas. Mais cette nuit-là, tandis qu'Aurore nettoyait les salles du 45e étage, quelque chose dans l'air semblait différent. La tempête s'était intensifiée et le tonnerre résonnait dans le bâtiment comme les avertissements d'un dieu irrité. Elle avait remarqué que les lumières clignotaient occasionnellement, signe que le réseau électrique était surchargé. Il fallait qu'elle finisse vite son travail et rentre chez elle avant que la situation ne s'aggrave. C'est alors qu'elle décida de monter au 48e étage, pour ramasser les poubelles des bureaux des cadres. Normalement, elle laissait cette tâche pour la fin, mais quelque chose la poussait à tout finir rapidement cette nuit-là. C'était peut-être de l'intuition, peut-être juste la hâte de fuir la tempête qui semblait vouloir engloutir la ville entière. L'ascenseur monta lentement, et Aurore observa les chiffres changer sur le panneau digital. 45, 46, 47. C'est alors que tout devint noir. La panne de courant fut soudaine, complète, absolue. L'ascenseur s'arrêta entre le 47e et le 48e étage, avec une secousse qui fit qu'Aurore s'agrippa aux barres d'appui. Pendant un instant, le silence fut total, brisé seulement par le son de la pluie battant contre les fenêtres de l'immeuble. Puis les lumières d'urgence s'allumèrent, baignant tout dans une pénombre rougeâtre. Aurore respira profondément, essayant de contrôler la panique qui commençait à se former dans sa poitrine. Elle avait toujours eu de la claustrophobie. Un héritage des jours où elle se cachait dans le placard quand elle entendait sa grand-mère pleurer après avoir reçu des lettres de sa fille qui ne revenaient jamais. Elle pressa le bouton d'urgence, mais rien ne se passa. Le système était complètement mort. C'est alors qu'elle entendit des voix venant d'en haut. Quelqu'un était au 48e étage. Quelqu'un était coincé comme elle. Vincent remarqua la panne de courant au moment exact où il signait le dernier contrat. Le stylo s'arrêta au milieu de son nom, les lumières s'éteignirent, et il se retrouva plongé dans une obscurité qui semblait faire écho à l'obscurité de son âme. Pendant un instant, il resta immobile comme s'il attendait que la lumière revienne par la force de sa volonté. Mais quand les lumières d'urgence s'allumèrent, peignant son bureau d'un rouge sang, il comprit qu'il était piégé. Il se dirigea vers la fenêtre et observa la ville. Tout Paris avait plongé dans les ténèbres. Seuls quelques générateurs d'hôpitaux et d'hôtels créaient des points de lumière éparses dans l'immensité noire. C'était comme si le monde était fini, et qu'il était le dernier survivant dans sa tour d'ivoire. C'est alors qu'il entendit le bruit. Quelque chose comme du métal raclant contre du métal venant du couloir. Vincent fronça les sourcils. Il ne devrait y avoir personne dans le bâtiment à cette heure-là, sauf peut-être quelques gardes de sécurité au rez-de-chaussée. Il se dirigea vers la porte de son bureau et l'ouvrit. La lumière rouge d'urgence créait des ombres étranges dans le couloir, transformant l'environnement familier en quelque chose de presque surnaturel. Et c'est alors qu'il la vit. Une jeune femme était agenouillée à côté de la porte de l'ascenseur, essayant de forcer l'ouverture avec un objet métallique. Elle avait retiré sa chaussure et l'utilisait comme levier, essayant de créer une fente par où elle pourrait passer les doigts. Ses cheveux sombres tombaient sur son visage, cachant ses traits. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans ses mouvements, qui étaient à la fois fragiles et déterminés. « Tout va bien ?» La voix de Vincent coupa le silence, faisant sursauter la femme. Aurore leva la tête et se retrouva face à l'homme le plus beau qu'elle ait jamais vu de sa vie. Même dans la pénombre rougeâtre, elle pouvait distinguer les traits aristocratiques, la taille imposante, l'élégance naturelle qui émanait de chaque mouvement. Elle le reconnut immédiatement. Vincent Delval, le propriétaire de l'entreprise,
l'homme dont le nom était gravé sur des plaques dorées partout dans le bâtiment. J'étais dans l'ascenseur quand la lumière a coupé, bégaya-t-elle, essayant de se lever avec dignité malgré la situation embarrassante. J'essaie d'ouvrir la porte pour descendre par les escaliers de secours. Vincent l'observa un instant qui parut éternel. Elle était petite, délicate, mais il y avait de la force dans ses yeux sombres. Elle portait l'uniforme de nettoyage de l'entreprise, et il réalisa que c'était l'une des employées de nuit. Mais il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait, quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. « Les escaliers de secours sont bloqués », dit-il en s'approchant. « Le système de sécurité verrouille toutes les sorties pendant les pannes de courant pour éviter les intrusions. Nous devons attendre que l'énergie revienne ou que quelqu'un vienne nous secourir. » Aurore sentit son cœur s'accélérer. Sa proximité était perturbante, non seulement par la différence sociale abyssale qui les séparait, mais par l'intensité de sa présence. Il irradiait le pouvoir et le contrôle, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait perdu, comme si derrière toute cette assurance existait un garçon qui pleurait encore sa mère. « Pour combien de temps ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme. Vincent regarda par la fenêtre, observant la tempête qui ne montrait aucun signe de diminution. « Ça peut être des heures, c'est la pire tempête de l'année. La moitié de la ville doit être sans électricité. » Le silence qui suivit fut chargé de tension. Deux mondes complètement opposés. Deux personnes qui n'auraient jamais dû se trouver dans le même espace, piégées par la force de la nature, dans une situation qu'aucun des deux n'avait prévue. « Vous pouvez attendre dans mon bureau, » dit Vincent finalement. « C'est plus confortable que le couloir. » Aurore hésita. Entrer dans le bureau de l'homme le plus puissant de l'entreprise semblait franchir une ligne invisible qui ne devait pas être franchie. Mais l'alternative était de rester dans le couloir froid. Et elle pouvait sentir la climatisation d'urgence créer un courant glacial qui lui faisait dresser les poils. « Merci », murmura-t-elle en le suivant. Le bureau de Vincent était exactement ce à quoi elle s'attendait. Immense, luxueux, avec une vue panoramique sur la ville qui, cette nuit-là, ressemblait plus à un abîme noir parsemé de rares points de lumière. Le bureau était plus grand que toute la chambre de pension où elle vivait, et les étagères remplies de livres et de prix racontaient l'histoire d'un homme qui avait conquis tout ce que l'argent pouvait acheter. Vincent fit un geste vers le canapé en cuir. « Mettez-vous à l'aise. Vous voulez de l'eau? Du café? J'ai une machine qui fonctionne sur batterie. »« De l'eau, s'il vous plaît. » Aurore s'assit au bord du canapé, les mains croisées sur ses genoux, essayant d'occuper le moins d'espace possible. Il apporta un verre en cristal rempli d'eau glacée et s'assit dans le fauteuil en face d'elle, gardant une distance respectueuse. Dans la lumière rouge d'urgence, leurs visages semblaient des masques théâtraux, des expressions exagérées par la dramaturgie de l'éclairage. « Comment vous appelez-vous » demanda Vincent, réellement curieux. « Aurore. »« Aurore Ménard. »« Kaz Aurore. » Il répéta le nom comme s'il dégustait un vin rare. « Beau nom. Ça signifie aurore, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, surprise qu'il le sache. « Ma grand-mère l'a choisi. Elle disait que j'étais la lumière qui était venue illuminer ses jours. » Il y avait de la tristesse dans la voix d'Aurore quand elle parla de sa grand-mère, une mélancolie que Vincent reconnut parce qu'elle était similaire à celle qu'il ressentait quand il pensait à sa mère. Deux personnes qui avaient perdu ceux qu'elles aimaient le plus, assises dans un bureau au sommet d'un gratte-ciel, piégées par la tempête et les circonstances. « Vous avez perdu votre grand-mère récemment ?» demanda-t-il avec une douceur qui le surprit. « L'hiver dernier. Elle m'a élevé. C'était tout ce que j'avais. » Aurore but une gorgée d'eau, essayant de dissimuler l'émotion qui menaçait de déborder. « Et vous? Vous avez de la famille ?» La question prit Vincent au dépourvu. Personne ne lui avait posé de questions sur sa famille depuis des années. Dans le monde des affaires, tout le monde savait qu'il était célibataire, sans enfant, héritier d'un empire bâti sur la solitude et l'ambition. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Aurore posa la question, sans malice, sans intérêt caché, juste une curiosité humaine authentique, qui le désarma. « Ma mère m'a quitté quand j'étais enfant, » dit-il, les mots sortant avant qu'il ne puisse les censurer. « Mon père est mort il y a 3 ans. Je n'ai pas de frères et sœurs. Je suis seul comme vous. » Aurore le regarda avec une compréhension qui fut comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'y avait pas de pitié dans ses yeux, ni la gêne que les gens montraient normalement quand ils mentionnaient sa mère. Il y avait seulement de la reconnaissance, comme si elle comprenait exactement ce que signifiait
être laissé pour compte par celui qui était censé aimer inconditionnellement. C'est étrange, n'est-ce pas? Dit-elle doucement. Comme on continue d'espérer qu'elles reviennent, même en sachant qu'elles ne le feront pas. Vincent sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il avait soigneusement enfoui pendant des décennies. Vous espérez toujours? Dustin Drayton, tous les jours. La confession sortit comme un murmure, quand j'entends des pas dans la pension où je vis, quand le téléphone sonne, quand quelqu'un frappe à la porte. Pendant une seconde, je pense toujours que ça pourrait être elle. C'est pathétique, je sais. Ce n'est pas pathétique. La voix de Vincent était plus rauque. Je fais la même chose. Même en sachant qu'elle est morte il y a 15 ans, parfois je regarde encore les femmes dans la rue, et je me demande si ça pourrait être elle, si elle aurait vieilli de cette façon, si elle sourirait de cette façon. Le silence qui suivit fut différent des précédents. Ce n'était pas de la gêne ou de la tension, c'était une compréhension mutuelle, deux âmes blessées reconnaissant les cicatrices l'une de l'autre. Dehors, la tempête continuait sa symphonie de destruction, mais à l'intérieur de ce bureau, quelque chose de délicat et de précieux était en train de naître. Vincent se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Parfois je me demande si elle pensait à moi, » dit-il, les mots dirigés plus vers la vitre que vers Aurore, si elle regardait les enfants dans la rue et se souvenait du fils qu'elle avait laissé derrière elle, si elle ressentait du remords ou si c'était facile d'oublier. Aurore s'approcha de lui, s'arrêtant à une distance respectueuse mais suffisamment proche pour qu'il sente sa présence. Je suis sûr qu'elle pensait. Les mères pensent toujours. Elles ne savent juste, parfois pas comment revenir. Il se tourna pour lui faire face. Dans la lumière rouge, elle ressemblait à une apparition, une déesse mineure envoyée pour le tourmenter avec des vérités qu'il avait passé sa vie à essayer d'éviter. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que si ma mère ne pensait pas à moi, cela signifierait que je n'ai jamais compté. Et ça serait insupportable. Elle toucha la vitre du bout des doigts, comme si elle essayait d'atteindre quelque chose de l'autre côté. Il est plus facile de croire qu'elle pense à moi, et n'a pas le courage de revenir que d'accepter que je n'ai jamais rien signifié. Vincent observa ses petits doigts contre la vitre et sentit une envie inexplicable de les couvrir des siens. Il y avait une vulnérabilité dans la posture d'Aurore qui faisait écho à sa propre vulnérabilité, une blessure qui reflétait parfaitement sa propre blessure. « J'ai trouvé des lettres d'elle plus tôt aujourd'hui, » dit-il impulsivement. « Des lettres que mon père m'a cachées pendant plus de 30 ans. Elle ne m'a pas abandonné, Aurore. Elle a été expulsée. » Aurore se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Comment ça ?» Vincent retourna à son bureau et prit une des lettres, ses mains tremblant légèrement en la dépliant. « Elle a essayé de m'emmener avec elle quand elle est partie. Mais mon père avait de l'argent, des avocats, du pouvoir. Il a obtenu une ordonnance du tribunal, l'empêchant de s'approcher. Elle m'a écrit pendant des années, s'excusant, expliquant qu'elle n'avait pas le choix. Je n'ai jamais su. » La douleur dans sa voix était palpable, des décennies de colère et d'abandon étant réécrites en temps réel. Aurore sentit des larmes lui brûler les yeux, non pas pour sa propre tristesse, mais pour la sienne. « Vincent », elle prononça son nom pour la première fois, testant le son sur sa langue. « Je suis tellement désolée. » Il leva les yeux vers elle, et Aurore vit quelque chose que personne d'autre n'avait probablement jamais vu, Vincent Delval pleurant. Pas des sanglots dramatiques, mais des larmes silencieuses qui coulèrent sur son visage, comme si elle trouvait un chemin après des années de retenue. Sans penser aux conséquences, sans considérer les différences entre eux, Aurore s'approcha et toucha doucement son visage, essuyant une larme avec son pouce. Le geste fut si naturel, si instinctif, qu'aucun des deux ne s'arrêta pour le questionner. Vincent ferma les yeux en sentant son toucher. Quand fut la dernière fois que quelqu'un l'avait touché avec tendresse? Quand fut la dernière fois que quelqu'un l'avait consolé sans rien vouloir en retour? Il couvrit sa main de la sienne, la gardant contre son visage, comme si elle était une encre dans un océan de douleur. « Je ne sais pas quoi faire de cette information, » murmura-t-il. « J'ai passé ma vie entière à la haïr, à la blâmer. Et maintenant ?»« Et maintenant, vous pouvez lui pardonner, » compléta Aurore. « Et peut-être vous pardonner à vous-même aussi. » Il ouvrit les yeux et se retrouva si près d'elle qu'il pouvait sentir la chaleur de son souffle. Il y avait quelque chose de magnétique dans ce moment, une force qui semblait les attirer l'un vers l'autre, comme deux pièces d'un puzzle qui avaient finalement trouvé leur place. « Aurore » murmura-t-il, sa voix un mélange d'avertissement et de supplication.
Elle aurait dû reculer. Elle aurait dû se souvenir des différences entre eux, de l'abîme social qui les séparait, des règles non écrites qui régissaient les interactions entre patrons et employés. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit son nom, quelque chose dans la vulnérabilité de ses yeux qui fit disparaître toutes ses considérations rationnelles. Au lieu de reculer, elle s'approcha davantage. Le premier baiser fut hésitant, presque accidentel, comme si tous deux testaient si c'était réel ou juste un rêve fiévreux dû à l'étrangeté de la nuit. Mais quand leurs lèvres se rencontrèrent, quand Vincent sentit sa douceur contre sa fermeté, quand Aurore réalisa qu'il tremblait autant qu'elle, l'hésitation se transforma en nécessité. Vincent l'attira à lui avec un désespoir qui le surprit. C'était comme si elle était de l'eau, et qu'il avait passé sa vie entière dans le désert. Ses mains s'en mêlèrent dans ses cheveux, et il l'embrassa comme s'il voulait absorber toute son essence, toute sa lumière, toute sa capacité à voir la bonté là où il ne voyait que l'obscurité. Aurore se fondit contre lui, ses bras entourant son cou, ses doigts explorant la texture de ses cheveux. Elle avait imaginé son premier baiser de 1000 manières différentes, mais jamais ainsi, jamais avec autant d'intensité, jamais avec quelqu'un qui semblait comprendre son âme sans qu'elle ait besoin d'expliquer ses blessures. Quand ils se séparèrent, tous deux haletants, la réalité de ce qui s'était passé commença à s'infiltrer dans leur conscience. Mais au lieu de la gêne ou du regret, il y avait un sentiment d'inévitabilité, comme si ce moment avait été écrit dans les étoiles bien avant leur naissance. « C'est de la folie », dit Vincent, mais ses mains restèrent sur son visage. « Je sais », murmura Aurore. « Mais je m'en fiche !» Dehors, la tempête rugit avec une fureur renouvelée, comme si elle approuvait la folie qui se déroulait au 48e étage. Et dans le silence chargé qui suivit, deux cœurs blessés commencèrent à trouver la guérison l'un dans l'autre, même en sachant que l'aube ramènerait un monde qui ne leur permettrait jamais de rester ensemble. Le temps semblait s'être arrêté dans ce bureau. Des heures passèrent, mais Vincent et Aurore les remarquèrent à peine, perdus dans des conversations qui coulaient comme s'ils étaient de vieilles connaissances retrouvées après des années de séparation. Ils parlèrent de tout et de rien, de la grand-mère d'Aurore qui faisait du pain maison tous les matins, des cauchemars de Vincent avec des couloirs vides et des voix qui l'appelaient, des livres qu'elle lisait à la bibliothèque municipale quand elle n'avait pas d'argent pour en acheter, des nuits où il marchait seul dans Paris en essayant de se sentir faire partie de quelque chose. La tempête continuait dehors, mais à l'intérieur de ces 4 murs de verre et de luxe, une bulle d'intimité s'était formée que ni l'un ni l'autre ne voulait éclater. Vincent avait retiré sa veste et desserré sa cravate. Aurore avait laissé ses chaussures de côté et avait replié ses jambes sur le canapé. Dans la pénombre rougeâtre des lumières d'urgence, ils ressemblaient à 2 personnes complètement différentes de celles qu'ils étaient pendant la journée. « As-tu déjà été amoureuse ?» demanda Vincent à un moment de la nuit, la question surgissant naturellement dans le flot de la conversation. Aurore rougit, remerciant la faible lumière qui dissimulait son expression. « Je croyais que oui. » À l'adolescence. C'était un garçon de l'école, 2 ans plus âgé. J'écrivais des poèmes sur lui dans un petit carnet que je cachais sous mon matelas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien, en fait. Il ne savait même pas que j'existais. J'étais très timide, très invisible. J'ai toujours été invisible. Elle joua avec l'ourlet de son uniforme. Et toi? As-tu déjà aimé quelqu'un? La question frappa Vincent comme un coup de poing dans l'estomac. Il avait eu des dizaines de femmes, des relations qui duraient des semaines ou des mois, toujours avec des règles claires, toujours avec une date d'expiration. L'amour était un mot qu'il avait rayé de son vocabulaire il y a longtemps. Non, admit-il, je ne l'ai jamais permis. L'amour signifie donner du pouvoir sur soi à une autre personne. Cela signifie lui donner la capacité de vous détruire. J'ai appris trop tôt que les gens partent toujours. Il est plus sûr de ne pas s'attacher. Pas ne pire pas. Quelle triste vie, oh, murmura Aurore sans jugement dans la voix, juste une constatation mélancolique. Elle était sûre, corrigea Vincent. Jusqu'à cette nuit, ils se regardèrent longuement. Quelque chose changeait dans l'air entre eux, une tension qui n'était pas inconfortable, mais intense, comme si tous deux étaient au bord d'un précipice et devaient décider s'ils sauteraient ensemble ou reculeraient vers un terrain connu. Aurore. À Vincent prononça son nom comme une prière. Tu sais que quand le soleil se lèvera, tout cela ressemblera à un rêve, n'est-ce pas? Elle hocha la tête.
les yeux brillants d'une tristesse qui semblait ancienne. « Je sais. Vous redeviendrez Monsieur Delval et je redeviendrai invisible. Cendrillon quand l'horloge sonne minuit. Et si je ne veux pas que tu sois invisible ?» La question plana dans l'air comme une promesse dangereuse. Aurore sentit son cœur s'accélérer. Elle avait rêvé de ce moment toute sa vie, de quelqu'un qui la verrait, qui la voudrait, qui choisirait de rester. Mais elle savait aussi que les rêves et la réalité coïncidaient rarement, surtout pour les jeunes filles pauvres qui tombaient amoureuses de princes qui vivaient dans des tours d'ivoire. « Vincent », commença-t-elle, mais il s'approcha, la faisant taire d'un baiser qui était différent du premier. Celui-ci était urgent, nécessaire, comme si tous deux savaient que le temps s'épuisait et devaient vivre une vie entière d'intimité en quelques heures. Ses mains explorèrent son visage, son cou, et Aurore se fondit contre lui, lui permettant de la toucher avec une révérence qui la fit se sentir précieuse pour la première fois de sa vie. Il n'y avait pas de hâte dans ses mouvements, mais il y avait une intensité qui parlait d'années de solitude, guérie par le toucher d'une autre personne. « Je n'ai jamais », commença-t-elle à confesser, mais Vincent l'interrompit par de doux baisers sur le cou. « Je sais », murmura-t-il contre sa peau, « je le sens. Tu es pure, Aurore. Tu es tout ce dont je n'ai jamais su que j'avais besoin. » Ils firent l'amour là, sur le canapé en cuir du bureau de Vincent, avec la ville endormie 48 étages plus bas et la tempête comme bande sonore de leur abandon mutuel. C'était la première fois d'Aurore, et elle se donna avec une confiance qui les surprit tous les deux, comme si son corps savait que cet homme ne la blesserait pas, qu'il la traiterait comme quelque chose de sacré. Vincent, quant à lui, découvrit que faire l'amour pouvait être complètement différent de faire du sexe. Avec Aurore, chaque toucher, chaque baiser, chaque murmure était une prière, une forme d'adoration qu'il ne savait pas être possible. Elle le regardait avec des yeux brillants de larmes de plaisir et d'émotion, et il se sentit, pour la première fois de sa vie adulte, véritablement aimé. Après, ils restèrent enlacés sur le canapé, corps moite et cœur battant à l'unisson. Aurore reposait sa tête sur la poitrine de Vincent, écoutant le son des battements de son cœur qui semblait faire écho au sien. Ses doigts dessinaient des motifs invisibles sur son dos nu, comme s'il essayait de mémoriser chaque centimètre de sa peau. « Je ne veux pas que le jour se lève », murmura-t-elle. Vincent embrassa le sommet de sa tête, respirant l'arôme de ses cheveux. « Moi non plus. J'aurais voulu que nous puissions rester ici pour toujours. Et si nous le pouvions? Et si rien d'autre n'existait que cette pièce, que cette nuit? Ah, ce serait parfait, » répondit-il, et pour la première fois de sa vie, il crut réellement en la perfection. Mais comme toutes les choses parfaites, cette nuit avait une date d'expiration. Les premiers rayons de soleil commencèrent à s'infiltrer par les fenêtres, teintant le ciel de rose et d'orange. La tempête était passée, laissant derrière elle un matin clair et cruel dans sa lucidité. C'est le son de l'ascenseur, reprenant vie, qui les ramena à la réalité. Les lumières s'allumèrent subitement, les éblouissant après des heures dans la pénombre. La climatisation se remit en marche, les ordinateurs émirent leurs alertes de redémarrage, et le monde civilisé réclama son territoire. Vincent s'éloigna d'Aurore comme si elle avait pris feu. La lumière crue du matin révéla la réalité de la situation. Lui, le PDG milliardaire, nu sur le canapé avec une employée de nettoyage. Elle, la modeste jeune femme de la campagne, éveillée et vulnérable devant l'homme le plus puissant de sa vie professionnelle. « Habillez-vous », dit-il brusquement, tirant déjà ses propres vêtements. La voix qui avait murmuré des mots d'amour quelques heures auparavant sonnait maintenant froide, distante, professionnelle. Aurore eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Elle se couvrit de ses mains, cherchant désespérément ses vêtements tout en essayant de comprendre la transformation soudaine. « Vincent ?»« Monsieur Delval », corrigea-t-il sans la regarder. « Vous devez m'appeler Monsieur Delval. » Les mots furent comme des couteaux. Aurore finit de s'habiller en silence, les mains tremblantes en boutonnant l'uniforme qui lui semblait maintenant une fantaisie pathétique. L'homme qu'il avait aimé avec tant de tendresse avait disparu, remplacé par une version froide et impersonnelle qu'elle ne reconnaissait pas. « Qu'est-ce qui nous est arrivé ?» demanda-t-elle, la voix faible. Vincent se tourna finalement vers elle, et Aurore vit que ses yeux s'étaient transformés en glace. Rien ne s'est passé. C'était une nuit atypique, une situation extraordinaire. Rien de plus. Fantasy, dit-il, vous ne croyez pas ça. Je crois ce qu'il était nécessaire de croire.
Il se dirigea vers le bureau, reprenant sa posture exécutive. « Ce qui s'est passé ici ne peut pas se reproduire. Vous comprenez cela, n'est-ce pas ?» Aurore sentit des larmes lui brûler les yeux, mais refusa de pleurer devant lui. Il y avait de la dignité dans sa posture, même avec le cœur brisé. « Je comprends parfaitement, monsieur Delval. » « Bien. » Il ne pouvait pas la regarder directement. S'il la regardait, s'il voyait la peine dans ses yeux, sa détermination pourrait s'effondrer. « Quelqu'un de la sécurité vous escortera jusqu'à la sortie. Terminez votre service normalement. » Aurore hocha la tête et se dirigea vers la porte. Elle s'arrêta la main sur la poignée et se retourna une dernière fois. « Vous avez dit que votre mère n'avait pas le choix. Mais vous l'avez. Vous choisissez d'être votre père. » Les mots frappèrent Vincent comme un éclair, mais il garda une expression impassible jusqu'à ce qu'elle sorte. Ce n'est que lorsqu'il fut seul qu'il permit à ses épaules de s'affaisser, à la douleur de se répandre dans sa poitrine comme un feu liquide. Il avait fait la bonne chose. Il les avait tous deux protégés d'une situation impossible. Mais pourquoi avait-il l'impression d'avoir commis la plus grande erreur de sa vie? Aurore descendit les 48 étages, les yeux secs et la poitrine en feu. À la réception, un agent de sécurité l'attendait, cordial mais ferme. Elle récupéra ses affaires au vestiaire, se changea et sortit du bâtiment où elle avait connu le paradis et l'enfer la même nuit. Les jours qui suivirent, Vincent se plongea dans le travail avec une férocité qui impressionna même ses employés les plus dévoués. Il arrivait au bureau avant le lever du soleil et ne partait qu'après que les rues se soient vidées. Il annula des engagements sociaux, refusa des invitations, évita toute situation qui pourrait lui rappeler Aurore. Mais les souvenirs étaient tenaces. Son parfum semblait avoir imprégné le canapé de son bureau. Il changea le meuble, puis toute la décoration, mais il pouvait encore sentir sa présence dans les coins, dans les ombres, dans l'écho de son rire qui semblait résonner à travers les murs. Aurore, quant à elle, ne revint pas travailler la semaine suivante. Le 3e jour de son absence, Vincent apprit par les RH qu'elle avait été mutée dans une filiale plus petite de l'entreprise, dans un quartier éloigné, travaillant à des horaires différents. Officiellement, c'était une restructuration interne. En pratique, c'était un exil. Il se dit que c'était mieux ainsi, qu'elle serait plus en sécurité loin de lui, loin de la tentation qu'elle représentait. Mais les nuits devinrent encore plus insomniaques, et les jours s'étiraient comme des éternités. 1 mois plus tard, Aurore démissionna. Il n'y eut pas d'explication officielle, juste un document sec informant qu'elle ne reviendrait pas. Vincent lut le communiqué 3 fois. Les mots dansant devant ses yeux comme des hiéroglyphes incompréhensibles. Elle avait disparu de sa vie aussi subitement qu'elle était apparue. Les mois passèrent comme une brume grise. Vincent fonctionnait, prenait des décisions, concluait des affaires, mais c'était comme s'il opérait en pilote automatique. Ses employés remarquèrent le changement. Il était devenu encore plus implacable, encore plus froid si c'était possible. Les réunions étaient tranchantes, les délais impossibles, la tolérance aux erreurs zéro absolue. Il essaya de revenir à ses vieilles habitudes. Il sortit avec quelques femmes, toujours du même type que celui qu'il avait l'habitude de choisir. Sophistiquées, ambitieuses, émotionnellement distantes. Mais chaque fois qu'il les touchait, qu'il les embrassait, c'était le visage d'Aurore qu'il voyait derrière ses paupières closes. C'était sa peau que ses mains cherchaient, c'était sa voix qu'il voulait entendre murmurer son nom. Les femmes percevaient sa distraction, son manque d'intérêt sincère, et cessèrent progressivement d'accepter ses invitations. Vincent se retrouva seul à nouveau, mais maintenant c'était une solitude différente, plus aiguë, car il avait goûté à ce que c'était d'avoir quelqu'un qui le connaissait vraiment. Il engagea des enquêteurs pour la retrouver. Non pas pour la déranger, se disait-il, juste pour savoir si elle allait bien. Mais Aurore avait complètement disparu, comme si la terre l'avait engloutie. Il n'y avait aucune trace d'elle dans Paris, aucune adresse, aucun nouvel emploi enregistré. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Mais elle avait existé. La preuve était dans les lettres de sa mère qu'il lisait maintenant religieusement, cherchant des parallèles entre son histoire et celle d'Aurore. C'était dans les rêves qui le visitaient toutes les nuits, des rêves où elle le pardonnait, où il se retrouvait. C'était dans la façon dont son cœur s'accélérait chaque fois qu'il voyait une femme aux cheveux sombres dans la rue, dans l'espoir idiot qui mourait chaque fois qu'il réalisait que ce n'était pas elle. 6 mois après cette nuit-là, Vincent avait accepté qu'Aurore Ménard ne serait qu'un souvenir, un fantôme qui le hanterait le reste de sa vie. Il avait fait son choix ce matin-là. Il avait choisi la sécurité du connu au lieu du risque de l'inconnu.
Il avait choisi d'être son père. Mais l'univers, comme Vincent le découvrirait bientôt, avait d'autres plans. Ce fut un froid matin de septembre, 8 mois et 3 semaines après la panne de courant, que Vincent reçut l'appel qui allait tout changer à nouveau. Il était en train de réviser des rapports lorsque sa secrétaire l'interrompit. « Monsieur Delval, il y a une jeune femme à la réception qui demande à vous parler. » Elle dit que c'est urgent. Vincent ne leva même pas les yeux de ses papiers. « Fixez un rendez-vous pour la semaine prochaine. Vous savez que je ne reçois personne sans rendez-vous. » Monsieur. La secrétaire hésita. Elle a dit son nom, Aurore Ménard. Le monde s'arrêta. Les rapports glissèrent des mains de Vincent, se dispersant sur le sol comme des feuilles au vent. Son cœur battit si fort qu'il était sûr que tout le monde dans le bâtiment pouvait l'entendre. « Faites-la monter, » réussit-il à dire, la voix rauque. « Monsieur, elle semble être enceinte. » Vincent ferma les yeux. Quand il les rouvrit, c'était comme s'il voyait le monde pour la première fois. Tout prenait sens maintenant. La disparition soudaine d'Aurore, le silence complet, l'impossibilité de la retrouver. Elle portait son enfant. 10 minutes plus tard, Aurore se tenait à la porte de son bureau, et Vincent sentit l'air lui manquer. Elle était plus mince, le visage pâle, mais il y avait une détermination féroce dans ses yeux qui n'existait pas auparavant. Et son ventre arrondi sous sa robe simple était la preuve vivante de cette nuit qu'il avait essayé de se convaincre n'être qu'un rêve. « Bonjour, Vincent », dit-elle, et sa voix avait une qualité différente, plus mature, comme si elle avait vieilli des années en quelques mois. « Aurore ». Le nom sortit comme un murmure, comme une prière. Ils se regardèrent un instant qui parut éternel, deux mondes se retrouvant après des mois de séparation forcée. Il y avait tant de choses à dire, tant de questions à poser, tant de souffrances à expliquer. Mais Aurore trancha à travers tout avec l'efficacité d'une lame. « J'étais vierge », dit-elle, la voix ferme. « Cette nuit-là fut ma première fois. Et cet enfant est le vôtre. Je ne veux rien de vous. J'avais juste besoin que vous sachiez d'où il venait. » Vincent eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac, non pas à cause de la nouvelle de la paternité, qu'il avait déjà déduite, mais à cause de la façon dont elle l'avait dit. Il n'y avait ni rancœur dans sa voix, ni colère, ni attente. Il n'y avait qu'une dignité blessée qui le fit se haïr plus que jamais. « Aurore, Charles, non, l'interrompit-elle. Ne dites rien. Ne vous excusez pas, n'essayez pas d'expliquer. N'offrez pas d'argent. Je suis juste venu ici parce que je pensais que vous aviez le droit de savoir. Maintenant, vous savez. Je peux partir. » Elle se retourna pour partir, mais Vincent retrouva sa voix. « Attendez. » Aurore s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Vous, comment allez-vous? Où habitez-vous? Vous allez bien ?» Pendant un instant, elle sembla vaciller comme si sa détermination était sur le point de se briser, mais quand elle se retourna finalement, ses yeux étaient secs. « Je survis, comme je l'ai toujours fait. » Et avec ces mots, elle partit, laissant Vincent seul avec le poids écrasant de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il était sur le point de gagner. Un fils, il allait être père, et la femme qui portait son bébé le haïssait, avec toutes les raisons du monde. Pour la première fois de sa vie adulte, Vincent Delval pleura vraiment, des larmes de regret qui arrivaient trop tard pour réparer ce qui était brisé, mais peut-être encore à temps pour construire quelque chose de nouveau sur les décombres. Vincent ne put travailler le reste de la journée. Après qu'Aurore eut quitté son bureau, il resta là immobile, fixant la porte par laquelle elle avait disparu. La révélation de la grossesse avait ébranlé tous les fondements de son existence soigneusement contrôlés. Il allait être père. Un enfant grandissait dans le ventre de la femme qu'il avait aimée et rejetée la même nuit. Les heures s'étirèrent comme des éternités. Vincent annula toutes les réunions, ignora les appels, laissa les emails sans réponse. Son esprit était ailleurs, essayant de digérer l'énormité de ce qu'il venait de découvrir. Aurore était enceinte de 9 mois, ce qui signifiait qu'elle avait porté ce secret seule pendant tout ce temps, gérant les nausées, les peurs, les transformations de son corps, sans soutien, sans aide, sans rien d'autre que sa propre force. Et il en était le responsable, non seulement pour l'avoir mise enceinte, mais pour l'avoir abandonnée quand elle avait le plus besoin de lui. En fin d'après-midi, Vincent prit une décision qui allait changer le cours de leurs deux vies. Il allait la retrouver, lui parler, assumer ses responsabilités, non seulement pour le bébé, mais pour Aurore, parce qu'elle méritait plus que la froideur avec laquelle il l'avait traitée. Mais retrouver Aurore Ménard à Paris était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Elle avait complètement effacé ses traces.
Il n'y avait pas d'adresse enregistrée, pas d'emploi formel, pas de compte bancaire que les enquêteurs pouvaient suivre. C'était comme si elle était devenue un fantôme marchant dans les rues de la métropole. 3 semaines de recherche infructueuses s'écoulèrent avant que Vincent n'ait une idée. Si Aurore était enceinte de 9 mois, elle avait besoin de soins médicaux. Et compte tenu de sa situation financière, elle était probablement prise en charge par le système de santé publique. Il mobilisa ses contacts au sein du gouvernement régional, utilisa son influence politique, fit des dons stratégiques aux hôpitaux publics, tout pour avoir accès aux informations dont il avait besoin. Ce ne fut ni facile, ni rapide, ni éthique, mais Vincent était désespéré. Il devait la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. La réponse arriva un froid matin d'octobre. Aurore Ménard était prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le service d'obstétrique, à haut risque. Haut risque. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Vincent comme une cloche funèbre. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la grossesse, quelque chose qui mettait Aurore ou le bébé en danger. Il arriva à l'hôpital en un temps record, laissant le chauffeur sur le parking pendant qu'il courait dans les couloirs à la recherche de la salle où elle était soignée. Il n'avait pas réfléchi à ce qu'il dirait. Il n'avait pas préparé de discours. Elle savait juste qu'il devait être là. C'est alors qu'il le rencontra. Gabriel Saint-Pierre avait 32 ans, des cheveux bruns légèrement ébouriffés et des yeux doux derrière des lunettes à monture discrète. Il portait la blouse blanche des médecins résidents et tenait un dossier médical. Lorsque Vincent, pressé, faillit le renverser dans le couloir, Gabriel réagit avec la patience caractéristique de ceux qui traitent quotidiennement avec des familles anxieuses. « Excusez-moi » murmura Vincent, essayant de passer. « Monsieur cherche quelqu'un » demanda Gabriel, remarquant le désespoir mal dissimulé sur le visage de l'homme élégamment vêtu. « Je peux vous aider » Vincent hésita. Il y avait quelque chose dans la posture du jeune médecin qui inspirait confiance, une sérénité qui contrastait avec la tension qu'il ressentait lui-même. « Aurore Ménard. Je cherche Aurore Ménard. » Gabriel fronça les sourcils. « Aurore est en consultation en ce moment. »« Monsieur est... Je suis... » Vincent s'arrêta. Qu'était-il? Le père du bébé? L'homme qui l'avait abandonné? Le lâche qui avait choisi la sécurité au lieu de l'amour? Je suis le père de l'enfant. L'expression de Gabriel changea immédiatement. Il n'y avait pas de jugement dans ses yeux. Mais Vincent perçut un changement subtil, comme si le médecin réévaluait la situation. « Je comprends », dit Gabriel avec précaution. « Monsieur sait qu'Aurore est à 37 semaines, n'est-ce pas? Et qu'il y a quelques complications que nous surveillons ?» Le cœur de Vincent se glaça. Quel genre de complications? Gabriel regarda autour de lui, s'assurant qu'il n'y avait personne d'autre à l'écoute. « Allons discuter dans mon bureau. Aurore ira bien, mais il y a des choses que monsieur doit savoir. » Le bureau de Gabriel était petit et fonctionnel, avec seulement un bureau, 2 chaises et un vieil ordinateur. Sur les murs, des diplômes et des certificats rivalisaient d'espace avec des dessins d'enfants que des patients reconnaissants lui avaient offerts au fil des ans. Vincent s'assit sur la chaise indiquée, les mains moites de nervosité. « Tout d'abord, » commença Gabriel, « je veux que vous sachiez qu'Aurore est l'une des femmes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. Elle est arrivée ici il y a 3 mois, seule, effrayée, mais déterminée à tout faire correctement pour l'enfant. Elle ne s'est jamais plainte, a toujours suivi toutes les directives médicales, même quand elle n'avait pas d'argent pour les médicaments. La culpabilité frappa Vincent comme une vague géante. Pendant qu'il vivait dans son penthouse de luxe, Aurore était dans le besoin, luttant seule pour prendre soin d'elle-même et du bébé. Les complications. C'est Vincent se força à demander. Le bébé a une malformation cardiaque congénitale appelée tétralogie de Fallot. C'est une malformation complexe, mais opérable. Avec une chirurgie, les enfants peuvent avoir une vie complètement normale. Sans chirurgie. Gabriel n'eut pas besoin de terminer la phrase. Vincent sentit le monde tourner autour de lui. Tétralogie de Fallot, le même problème cardiaque qu'il avait eu à la naissance, la même condition qu'il avait presque tué dans les premiers mois de sa vie, qui avait nécessité de multiples chirurgies et des années de soins intensifs. Son fils avait hérité non seulement de ses yeux, mais aussi de sa fragilité. « Quand va-t-il naître ?» demanda Vincent, la voix rauque. « À tout moment. Aurore a des contractions irrégulières depuis 2 jours. Nous surveillons, mais je pense que le travail va commencer bientôt. » Gabriel observa Vincent attentivement. « Puis-je demander où monsieur était pendant ces 9 mois ?»
La question fut posée sans agressivité, mais Vincent se sentit comme s'il était jugé par un tribunal. Et il méritait d'être jugé. « J'ai été un idiot », admit-il. « J'ai eu peur. J'ai cru que je nous protégeais tous les deux, mais je n'étais qu'un lâche. » Gabriel hocha lentement la tête. « Aurore n'a jamais dit de mal de vous. Quand nous posions des questions sur le père du bébé, elle disait seulement qu'il n'était pas au courant de la grossesse. Elle vous a protégé même quand elle était seule et effrayée. » Les mots de Gabriel furent comme des coups de poignard dans le cœur de Vincent. Aurore avait gardé son secret, avait protégé sa réputation même quand il ne méritait aucune protection. « Je veux la voir, » dit Vincent. « Je veux assumer mes responsabilités. »« Ce n'est pas à moi de décider, » répondit Gabriel. « Mais je peux vous dire qu'Aurore aura besoin de beaucoup de soutien dans les semaines à venir. La chirurgie du bébé sera complexe, coûteuse, et elle devra prendre un congé de travail pendant un certain temps. » « Oh, travailler. Elle travaille ?» Gabriel parut surpris. « Bien sûr. Elle travaille dans une blanchisserie industrielle, de nuit. Ce n'est pas l'idéal pour une femme enceinte en fin de grossesse, mais elle a besoin d'argent. » Il fit une pause. Monsieur ne savait vraiment rien de tout cela. Vincent secoua la tête, se sentant de plus en plus petit. Aurore travaillait dans une blanchisserie, probablement en portant des poids, en respirant des vapeurs chimiques, en faisant des efforts physiques, tout en portant un bébé avec des problèmes cardiaques. Et elle avait fait cela pendant des mois, seule, pendant qu'il s'enfonçait dans l'apitoiement sur lui-même dans sa tour d'ivoire. « Je veux aider, » dit Vincent. « Je veux payer la chirurgie, les soins médicaux, tout ce dont elle aura besoin. » Gabriel l'observa un long moment. « Puis-je demander pourquoi il vous a fallu si longtemps pour apparaître ?» Vincent n'avait pas de réponse qui ne le rendit pas encore plus méprisable. « Parce que je suis un lâche, parce que j'ai peur d'aimer, et d'être à nouveau abandonné, parce que j'ai cru qu'il était plus facile de faire comme si rien ne s'était passé. Ainsi est maintenant. Maintenant, je veux faire ce qu'il faut, même s'il est trop tard. » Gabriel se leva. « Je vais parler à Aurore. Si elle accepte de vous voir, je vous le ferai savoir. Mais Vincent, » s'il utilisa délibérément le prénom, « elle a beaucoup souffert. Soyez gentil, soyez honnête, et soyez patient. Elle n'a aucune raison de vous faire confiance. » Vincent hocha la tête, sachant que Gabriel avait raison. Il avait brisé la confiance d'Aurore de la pire des manières possibles, au moment où elle était la plus vulnérable. Regagner cette confiance serait un processus long et douloureux. Gabriel revint 40 minutes plus tard avec une expression que Vincent ne parvint pas à déchiffrer. « Elle accepte de vous voir, mais il y a des conditions. » Gabriel croisa les bras. 15 minutes seulement. Sans pression. Sans promesse que vous ne pouvez pas tenir, sans drame. Elle est épuisée et n'a pas besoin de plus de stress. Vincent acquiesça à tout. 15 minutes, c'était plus qu'il ne méritait. Aurore était allongée sur un lit d'hôpital, connectée à des moniteurs qui suivaient les battements de cœur du bébé. Elle semblait encore plus fragile que lorsqu'elle était apparue dans son bureau, plus mince, à l'exception de son ventre proéminent. Mais ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent ceux de Vincent, avait toujours cette détermination féroce qu'il avait admirée dès la première nuit. « Bonjour », dit-elle simplement. « Bonjour ». Vincent s'approcha lentement, comme si elle était un animal sauvage qui pourrait s'enfuir à tout moment. « Comment vous sentez-vous » Assez fatiguée, effrayée, mais bien. Elle toucha instinctivement son ventre. « Gabriel m'a dit que vous vouliez aider. » Vincent tira une chaise près du lit. « Je veux assumer toutes les responsabilités, la chirurgie, les soins médicaux, tout, et je veux que vous n'ayez plus besoin de travailler dans cette blanchisserie. » C'est Pessica. Aurore le regarda avec une expression indéchiffrable. « Pourquoi ?» La question simple le prit au dépourvu. « Parce que c'est mon fils aussi. Parce que vous ne devriez pas traverser cela seul. Où étiez-vous il y a 3 mois, quand je me suis évanoui au travail parce que je n'avais pas bien mangé? Où étiez-vous il y a 2 mois, quand j'ai pleuré seul parce que je ne savais pas si j'aurais de l'argent pour les examens? Où étiez-vous la semaine dernière, quand j'ai découvert que mon fils pourrait mourir s'il n'avait pas la chirurgie? » Chaque question était une gifle. Vincent baissa la tête, incapable de la regarder dans les yeux. « J'étais un lâche. »« admit-il. J'avais peur. » « Peur de quoi? De moi? »« D'assumer des responsabilités? » »« De quoi exactement ?» Vincent se força à la regarder. « Peur de vous aimer et d'être à nouveau abandonné. Peur de ne pas être un bon père. Peur de tout gâcher, comme mon père a gâché. » Aurore resta silencieuse un long moment.
Quand elle reprit la parole, sa voix était plus douce mais toujours blessée. Vous savez ce qui a été le plus difficile dans tout ça? Ce ne sont pas les nausées, ni le manque d'argent, ni la peur de la chirurgie. C'est d'expliquer à moi-même pourquoi l'homme qui m'a dit qu'il m'aimait m'a abandonné le lendemain matin. C'est d'essayer de comprendre si j'avais tout imaginé, si ça n'avait été que du sexe pour vous, si j'étais si insignifiante. Vincent sentit des larmes lui brûler les yeux. Aurore, rien de ce qui s'est passé entre nous n'était insignifiant. Cette nuit-là a changé ma vie. Mais pas assez pour que vous restiez. Heussema, j'essayais de vous protéger. Mensonge. Le mot sortit comme un coup de fusil. Vous vous protégiez. Ne m'utilisez pas comme excuse pour votre lâcheté. Vincent se pencha en avant, le poids de la vérité écrasant ses épaules. Vous avez raison. J'ai été égoïste, lâche, cruel. Je n'ai aucune excuse. Mais je suis là maintenant, et je veux faire ce qu'il faut. Oh, la bonne chose aurait été de rester. Aurore ferma les yeux, comme si elle luttait contre la douleur. Mais c'est passé. Maintenant, tout ce qui compte, c'est que mon fils aille bien. J'ai un autre fils, corrigea Vincent doucement. Aurore le regarda fermement. Mon fils, vous avez perdu le droit de l'appeler le vôtre quand vous m'avez abandonné. Les mots furent comme un coup de poing dans l'estomac, mais Vincent savait qu'elle avait raison. Il avait perdu bien plus qu'il ne l'avait réalisé. C'est à ce moment-là que Gabriel entra dans la pièce, vérifiant les moniteurs avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait cela des milliers de fois. « Comment sont les contractions ?» demanda-t-il à Aurore, ignorant complètement Vincent. « Plus fortes, répondit-elle, et plus fréquentes. Gabriel fronça les sourcils, observant les données sur les moniteurs. « Je crois que c'est l'heure. Je vais appeler l'équipe. » Vincent sentit la panique s'emparer de lui. « Maintenant ? Mais il est encore tôt, n'est-ce pas ? Ça aux 37 semaines est considéré à terme, » expliqua Gabriel, mais Vincent perçut l'inquiétude mal dissimulée dans sa voix. Étant donné le problème cardiaque du bébé, il est préférable qu'il naisse dans un environnement hospitalier contrôlé. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Aurore fut emmenée en salle d'accouchement, Vincent fut relégué à la salle d'attente, et Gabriel disparut derrière des portes, qui semblaient garder tous les secrets de l'univers. Vincent arpentait la salle d'attente comme un animal en cage. Il avait appelé les meilleurs médecins de Paris, offert n'importe quelle somme nécessaire, mobilisé toutes ses ressources. Mais en fin de compte, tout était hors de son contrôle. Lui qui avait passé sa vie entière à contrôler chaque variable, chaque résultat était complètement impuissant. 6 heures de torture s'écoulèrent avant que Gabriel n'apparaisse, toujours vêtu de vêtements chirurgicaux, le visage fatigué mais soulagé. « C'est un garçon », annonça-t-il. « Petit, mais fort. La chirurgie cardiaque sera nécessaire, mais pas immédiatement. Il est stable. » Vincent sentit ses genoux fléchir. « Et Aurore ?»« Bien. Fatiguée, mais bien. Ce fut un accouchement difficile, mais c'est une guerrière. Puis-je les voir ?» Gabriel hésita. « Aurore dort. »« Et quant au bébé, il est en unité de soins intensifs néonatal. Seuls les membres directs de la famille peuvent entrer. » Vincent comprit le message implicite. Aux yeux de l'hôpital, aux yeux de la loi, aux yeux d'Aurore, il n'était pas de la famille. Il n'était qu'un étranger apparu à la dernière minute. « Mais, » continua Gabriel, « si Aurore est d'accord, je peux vous emmener le voir à travers la vitre. » Vincent acquiesça avec gratitude. C'était plus qu'il ne méritait. L'unité de soins intensifs néonatal était un environnement aseptisé et silencieux, rempli d'incubateurs qui ressemblaient à des capsules spatiales. Gabriel le guida vers une dans le coin, où un minuscule bébé dormait entouré de fils et de moniteurs. Vincent regarda son fils pour la première fois et sentit le monde s'arrêter. Le bébé était parfait, malgré sa petite taille, avec des traits délicats qui étaient un mélange harmonieux de lui et d'Aurore. Il avait le menton déterminé d'elle et les longues mains de lui. Même endormi, il y avait une sérénité sur son visage qui rappela à Vincent la paix qu'il avait ressentie cette nuit de tempête. « Comment va-t-elle l'appeler » demanda Vincent sans pouvoir détacher les yeux de son fils. « Michel » répondit Gabriel. « Aurore a dit que cela signifie « qui est comme Dieu ». Elle veut qu'il soit fort, qu'il soit un guerrier. « Michel » Vincent répéta le nom mentalement, savourant chaque syllabe. « Son fils s'appelait Michel, Gabriel », dit Vincent toujours en regardant le bébé. « Puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. »« Vous l'aimez. » Ce n'était pas une question, c'était une constatation.
Vincent avait vu la façon dont Gabriel regardait Aurore, la gentillesse dans sa voix quand il parlait d'elle, le soin supplémentaire qu'il démontrait. Gabriel ne le nia pas. Aurore est une femme spéciale, forte, courageuse, gentille. Tout homme aurait de la chance de la voir. Mais vous savez qu'elle a encore des sentiments pour moi. Gabriel se tourna pour lui faire face. Je sais, et c'est pourquoi je n'ai jamais fait de mouvement. Aurore doit régler ses problèmes avec vous avant de pouvoir avancer. Mais Vincent, il fit une pause. Si vous la blessez à nouveau, vous aurez affaire à moi. Vincent hocha la tête, respectant l'honnêteté du jeune médecin. Gabriel était tout ce qu'il n'était pas. Gentil, présent, fiable. C'était le genre d'homme qu'Aurore méritait. Le genre d'homme qui resterait quand les choses deviendraient difficiles. Elle mérite quelqu'un de mieux que moi, admit Vincent. Oui, acquiesça Gabriel sans hésitation. Mais parfois, il ne s'agit pas de mériter. Parfois, il s'agit d'amour. Même quand cet amour est compliqué et douloureux. Vincent continua de regarder Michel pendant quelques minutes, mémorisant chaque détail de son visage. Son fils. Il avait un fils. Et quoi qu'il arrive entre lui et Aurore, il n'abandonnerait pas cet enfant. Il ne répéterait pas les erreurs de son père. Quand il quitta finalement l'hôpital, il était déjà 4 heures du matin. Paris était silencieuse, comme si la ville entière retenait son souffle. Vincent s'assit sur la banquette arrière de sa voiture, mais ne donna aucune instruction au chauffeur. Il avait besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. Il était père. Il avait un fils qui aurait besoin d'une chirurgie cardiaque, de soins spéciaux, d'amour inconditionnel. Et la femme qui avait donné naissance à ce bébé le haïssait, avec toutes les raisons du monde. Mais il y avait quelque chose que Gabriel avait dit qui résonnait dans son esprit. Parfois, il ne s'agit pas de mériter. Peut-être que Vincent ne méritait pas une deuxième chance avec Aurore. Peut-être qu'il ne méritait pas son amour, ni son pardon, ni l'opportunité d'être père. Mais peut-être pouvait-il gagner ces choses. Peut-être pouvait-il montrer qu'il avait changé, qu'il était capable de rester, de se battre, d'aimer sans peur. Ce ne serait pas facile. Aurore avait construit des murs autour de son cœur, des murs qu'il avait lui-même aidé à ériger. Gabriel était là, offrant le genre d'amour stable et sûr qu'elle méritait. Et Vincent luttait toujours contre ses propres démons, contre des décennies de conditionnement émotionnel qui lui disaient qu'aimer, c'était se livrer à la souffrance. Mais pour la première fois de sa vie, Vincent Delval était prêt à se battre pour quelque chose de plus important que l'argent ou le pouvoir. Il était prêt à se battre pour l'amour, même si cela signifiait affronter ses plus grandes peurs, même si cela signifiait admettre ses faiblesses, même si cela signifiait la possibilité d'être à nouveau rejeté. Parce que maintenant, il y avait Michel. Et Aurore, et la chance lointaine mais réelle de construire une famille sur les ruines de leur cœur brisé. À la maison, dit-il finalement au chauffeur. Mais pour la première fois depuis des années, Vincent ne savait pas exactement où était son foyer. 3 jours plus tard, Vincent reçut un appel qui allait à nouveau tout changer. Ce n'était ni de Gabriel, ni de l'hôpital. C'était de Rodolphe Dubois, l'un des actionnaires minoritaires de la corporation Delval, un homme dont Vincent s'était toujours méfié, mais contre lequel il n'avait jamais pu prouver quoi que ce soit. « Vincent, mon ami. » La voix mielleuse de Rodolphe résonna au téléphone. « J'ai appris que vous étiez devenu papa. Félicitations. » Vincent se glaça. Il avait été extrêmement discret sur la situation. Il avait demandé à toutes les personnes impliquées de garder le secret absolu. Comment Rodolphe avait-il découvert? « De quoi parlez-vous, Rodolphe ?»« Vincent, ne soyez pas modeste. Aurore Ménard, n'est-ce pas, l'ancienne employée de nettoyage qui a maintenant votre bébé? C'est une histoire intéressante. » La menace implicite était claire. Vincent serra les poings, essayant de contrôler sa colère. « Que voulez-vous? Je veux aider, bien sûr. J'ai une proposition qui pourrait résoudre tous vos problèmes. Une proposition que mademoiselle Ménard pourrait trouver très attrayante. » Vincent raccrocha, mais le mal était fait. Rodolphe avait découvert Aurore et Michel, et les hommes comme Rodolphe ne découvraient pas des secrets pour les garder. Ils les utilisaient comme des armes. Et Vincent eut la terrible sensation que la guerre à venir serait bien plus brutale que tout ce qu'il avait affronté en affaires. Aurore et Michel étaient en danger, et tout cela par sa faute. La proposition arriva 3 jours après la naissance de Michel, livrée par un homme en costume sombre qui apparut à la porte de la chambre d'hôpital où Aurore tentait d'allaiter son fils entre les séances de physiothérapie respiratoire dont le bébé avait besoin. L'enveloppe était épaisse, coûteuse,
avec le timbre doré d'un cabinet d'avocat qu'Aurore ne reconnut pas. À l'intérieur, il y avait des documents qu'elle dut lire 3 fois pour comprendre complètement. C'était une offre d'émigration. Nouveau passeport, identité propre, une maison dans une petite ville de l'intérieur du Canada, un compte bancaire avec une somme suffisante pour qu'elle et Michel vivent confortablement le reste de leur vie. Tout ce qu'elle avait à faire était de signer les papiers et de disparaître à jamais de la vie de Vincent Delval. La lettre accompagnant les documents était signée par Rodolphe Dubois, et elle ne mâchait pas ses mots. Elle expliquait que la présence d'Aurore et de l'enfant représentait un risque de réputation pour la corporation Delval, que les investisseurs internationaux pourraient remettre en question la stabilité du leadership de Vincent s'ils apprenaient son indiscrétion avec une employée de nettoyage. L'offre était généreuse, mais le délai était court, 48 heures pour décider. Aurore tenait les papiers d'une main tremblante, se sentant comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Pendant des jours, elle s'était débattue entre la colère qu'elle ressentait envers Vincent et l'espoir secret qu'il pourrait être différent cette fois-ci. Elle avait vu la douleur sincère dans ses yeux. Quand il avait regardé Michel, elle avait perçu quelque chose changer en lui. Mais peut-être n'était-ce qu'une illusion, juste le désir désespéré de croire que l'homme dont elle était tombée amoureuse existait encore quelque part derrière le masque froid de l'homme d'affaires. Maintenant, en regardant cette proposition millionnaire, Aurore se demandait si Vincent était au courant de ce qui se passait, s'il avait autorisé cela, s'il était derrière l'offre. Car si c'était le cas, cela signifiait qu'il la voyait réellement comme un simple problème à résoudre, un inconvénient à éliminer avec de l'argent. Gabriel entra dans la pièce à ce moment-là, portant les résultats des derniers examens de Michel, et trouva Aurore pleurant silencieusement sur les documents éparpillés sur son lit. « Aurore, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle lui tendit les papiers sans pouvoir parler. Gabriel lut rapidement, son expression devenant de plus en plus sombre à chaque ligne. « C'est absurde !» dit-il finalement. « Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas essayer de vous acheter pour que vous disparaissiez. Ça, s'ils peuvent, hein, murmura Aurore. Et ça marche. Pendant un instant, j'ai presque envisagé d'accepter. Gabriel s'assit au bord du lit, étudiant son visage avec attention. Pourquoi? Parce que je suis fatigué, Gabriel. Je suis fatigué de me battre seul, de m'inquiéter si j'aurai de l'argent pour les médicaments de Michel, de travailler en double quart pendant qu'il est en soins intensifs. Je suis fatigué d'aimer un homme qui ne pourra jamais m'aimer en retour de la manière dont j'en ai besoin. Vincent n'est pas au courant de ça, dit Gabriel avec certitude. Je l'ai vu avec vous, Aurore. J'ai vu comment il vous regarde. Cet homme n'a pas autorisé cette proposition. Aurore secoua la tête. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que je reconnais un homme amoureux quand j'en vois un. Et je reconnais aussi un homme plein de regrets. Vincent a commis des erreurs terribles, mais il vous aime. À sa manière compliquée et émotionnellement endommagée, il vous aime. Les mots de Gabriel firent monter davantage de larmes aux yeux d'Aurore. Même si c'est vrai, l'amour ne suffit pas, Gabriel. L'amour ne paie pas les factures, ne garantit pas la stabilité, ne me protège pas d'être à nouveau blessé. Gabriel resta silencieux un long moment, observant Michel endormi dans le berceau à côté du lit. Le bébé était plus fort chaque jour. Les moniteurs montraient que son petit cœur imparfait luttait courageusement. « Vous savez ce que je ferais si j'étais vous ?» dit Gabriel finalement. « Quoi ?»« Je montrerai ces documents à Vincent. Je lui donnerai la chance d'expliquer, de se battre pour vous. Parce que s'il a vraiment autorisé cela, vous aurez votre réponse définitive. Mais s'il ne l'a pas autorisé... » Gabriel haussa les épaules. « J'ai peut-être que ça vaut la peine de découvrir de quoi il est capable quand il a peur de tout perdre. » Aurore regarda à nouveau les documents. 48 heures, c'était assez de temps pour une dernière conversation. Une dernière chance de découvrir si l'homme qui s'était livré à elle cette nuit de tempête existait encore quelque part. Mais quand elle arriva à la corporation Delval le lendemain, avec Michel endormi dans ses bras et les documents pliés dans son sac, elle découvrit que Vincent était parti pour New York, pour une réunion d'urgence qui durerait au moins une semaine. Sa secrétaire fut polie mais ferme. Il n'y avait aucun moyen de le contacter, aucun moyen de reporter, aucune exception. Aurore quitta le bâtiment, se sentant vaincue. Il ne lui restait que 24 heures pour prendre sa décision. Et Vincent n'était même pas dans le pays. Peut-être était-ce un signe. Peut-être que l'univers essayait de lui dire
qu'il était temps d'accepter la réalité et d'avancer. Ce fut Gabriel qui découvrit la vérité sur le voyage de Vincent. Un appel à un ami qui travaillait à l'aéroport international révéla que Vincent Delval n'avait embarqué sur aucun vol international au cours des 5 derniers jours. S'il était à New York, il y était arrivé par d'autres moyens, ou plus probablement il n'était pas du tout à New York. Quelqu'un vous ment, dit Gabriel à Aurore au téléphone. Et j'ai une idée de qui c'est. Rodolphe Dubois reçut Aurore dans son bureau, avec la cordialité fausse d'un serpent offrant une pomme. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris parfaitement coiffés et au sourire qui n'atteignait pas les yeux. Son bureau était une version plus petite et plus prétentieuse de celui de Vincent, rempli d'objets coûteux qui clamaient sa richesse à quiconque y entrait. « Mademoiselle Ménard, quel plaisir de vous rencontrer enfin !» dit-il, lui faisant signe de s'asseoir. « Et voici le petit Michel. Un beau bébé. » Aurore garda Michel près de sa poitrine, ses instincts maternels en alerte. Il y avait quelque chose chez Rodolphe qui la faisait se sentir comme une gazelle en présence d'un prédateur. « Je suis venu vous rendre ceci, » dit-elle, posant l'enveloppe sur la table. « Je n'accepte pas votre proposition. » Rodolphe feignit la surprise. « Oh, quel dommage! C'est vraiment une offre très généreuse. J'étais sûr qu'une jeune femme intelligente comme vous verrait les avantages. »« À la Ciunda, où est Vincent ?» demanda Aurore directement. « À New York, comme on vous l'a déjà dit, des réunions très importantes avec des investisseurs internationaux. » Rodolphe sourit. Coïncidence, ces mêmes investisseurs sont très préoccupés par certaines instabilités dans la direction de l'entreprise. C'est quel genre d'instabilité? Rodolphe ouvrit un dossier et étala des photographies sur la table. C'étaient des photos d'Aurore entrant et sortant de l'hôpital, de Vincent dans le couloir de la maternité, du moment où il avait regardé Michel à travers la vitre de l'unité de soins intensifs. Des photographies prises de loin, avec un téléobjectif, par quelqu'un qui avait observé tous leurs mouvements. Le genre d'instabilité qui surgit lorsque le PDG d'une corporation milliardaire a un enfant illégitime avec une ancienne employée de nettoyage, dit Rodolphe avec désinvolture. Le genre qui fait que les investisseurs remettent en question le jugement et la stabilité émotionnelle de leurs partenaires commerciaux. Aurore sentit la nausée lui monter à la gorge. « Ça c'est, vous faites chanter Vincent. Je protège les intérêts de l'entreprise. Vincent est émotionnellement engagé. Il ne prend pas de décision rationnelle. Les actionnaires sont préoccupés. Et vous vous êtes proposé de résoudre le problème. » Exactement. Rodolphe se recula dans sa chaise complètement à l'aise. « Ma proposition tient toujours, mademoiselle Ménard. Une nouvelle vie au Canada, loin de toutes ces complications. Vincent peut continuer à diriger l'entreprise sans distraction. Vous et votre fils pouvez vivre confortablement. Tout le monde y gagne. » Aurore regarda à nouveau les photographies. Sur l'une d'elles, Vincent tenait son menton dans ses mains, le visage tordu d'une expression de douleur qu'elle reconnut intimement. C'était la même expression qu'il avait eue ce matin-là après la tempête, quand la réalité s'était imposée entre eux comme un mur infranchissable. « Et si je refuse à nouveau ?» Rodolphe haussa les épaules. « Eh bien, les photographies pourraient finir entre les mains de la presse. Les ragots sur le PDG de Delval et son amante ex-employée pourraient être très préjudiciables aux affaires. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité que Vincent perde le contrôle de l'entreprise, si les actionnaires perdent confiance en lui. » La menace était claire. Aurore sentit la colère bouillir dans sa poitrine, mais aussi la peur. Peur pour Vincent, pour Michel, pour tout ce qui pourrait être détruit par la cupidité et l'ambition de cet homme. « Combien de temps ai-je pour décider ?»« 24 heures, » dit Rodolphe. « Après cela, je commencerai à mettre en œuvre d'autres solutions au problème. » Aurore quitta le bureau de Rodolphe, se sentant comme si elle avait été renversée par un camion. Le chantage était réel, les menaces concrètes, et Vincent ne savait même pas ce qui se passait. Ou il le savait et avait choisi de se cacher au lieu d'affronter la situation. Elle passa tout l'après-midi à essayer de trouver un moyen de contacter Vincent, mais toutes les tentatives furent bloquées. Sa secrétaire répétait la même histoire. Il était à New York, injoignable, reviendrait la semaine prochaine. La frustration d'Aurore grandissait à chaque heure, mêlée à un sentiment croissant d'être à nouveau seule, comme elle l'avait toujours été. Ce fut Gabriel qui découvrit finalement où Vincent se trouvait réellement. « Il est dans la maison familiale à Biarritz », dit Gabriel,
apparaissant dans la chambre d'Aurore en fin d'après-midi. J'ai obtenu l'information par un ami qui travaille dans leur entreprise de sécurité. Vincent est là depuis 3 jours, seul. Aurore fronça les sourcils. Mais pourquoi mentirait-il sur l'endroit où il se trouve? Jonas Nehilpas. Mais j'ai une théorie. Gabrielle s'assit à côté d'elle. Je pense que Vincent a découvert le chantage. Je pense que Rodolphe lui a fait la même proposition. Vous disparaissez ou il perd tout. Et au lieu de se battre, Vincent a fait ce qu'il fait toujours quand il a peur, il a fui. La révélation frappa Aurore comme un coup de poing dans l'estomac. Si Gabrielle avait raison, cela signifiait que Vincent avait choisi à nouveau de se protéger au lieu de se battre pour elle. Cela signifiait que même avec Michel, même avec tout ce qui s'était passé entre eux, il ne parvenait toujours pas à placer l'amour au-dessus de la peur. Je dois le voir. Dit Aurore soudainement. Je dois l'entendre le dire. Je dois qu'il me regarde dans les yeux et me dise qu'il choisit l'entreprise au lieu de nous. Gabrielle hésita. Aurore, Biarritz est à 2 heures d'ici. Et vous venez d'avoir un bébé. Michel a encore besoin de soins spéciaux. Alors venez avec moi. Vous êtes médecin, vous pouvez vous occuper de Michel pendant le voyage. S'il vous plaît, Gabrielle, je dois le faire. J'ai besoin d'une réponse définitive avant de prendre une décision. Gabrielle la regarda longuement, voyant la détermination dans ses yeux. C'était la même détermination qu'elle avait montrée pendant toute sa grossesse, pendant l'accouchement difficile, pendant toutes les adversités qu'elle avait affrontées seule. D'accord, dit-il finalement. Mais à une condition. Si Vincent vous blesse à nouveau, promettez-moi que vous accepterez qu'il n'en vaut pas la peine et que vous avancerez, sans regarder en arrière. Aurore acquiesça, bien qu'elle sût qu'il serait plus facile de promettre que de tenir. Je promets. La maison familiale d'Elval à Biarritz était une imposante construction de pierre et de bois, nichée au milieu de pins centenaires sur une propriété qui semblait s'étendre à l'horizon. C'était le genre d'endroit où des générations d'hommes puissants s'étaient retirés pour pleurer leur perte et planifier leur vengeance, loin des yeux curieux du monde. Vincent était dans la bibliothèque quand il entendit le son de la voiture qui s'approchait. Il avait passé les 3 derniers jours là, buvant du whisky et relisant les lettres de sa mère, essayant de trouver le courage de faire ce qui devait être fait. La proposition de Rodolphe avait été claire. Aurore et Michel disparaissaient. Où Vincent perdait tout, l'entreprise, la fortune, la réputation qu'il avait mis une vie entière à construire. Mais quand il vit Aurore sortir de la voiture avec Michel dans ses bras, suivi de Gabrielle, Vincent sentit comme si le monde avait cessé de tourner. Elle l'avait trouvé. Elle était venue à lui malgré tout. Il ouvrit la porte avant qu'elle ne puisse frapper, et ils se regardèrent en silence un instant qui parut éternel. Aurore était pâle, avec de profondes cernes sous les yeux, mais il y avait une détermination féroce dans ses yeux qu'il reconnut et craignit. « Nous devons parler », dit-elle simplement. Vincent acquiesça et les conduisit au salon où une cheminée crépitait joyeusement, créant une atmosphère de confort domestique qui contrastait avec la tension dans l'air. Gabrielle proposa de s'occuper de Michel dans une autre pièce, les laissant seuls pour la première fois depuis ce matin terrible après la tempête. « J'ai reçu une proposition intéressante hier », commença Aurore, sortant les documents de son sac. « Quelqu'un veut me payer beaucoup d'argent pour que je disparaisse de votre vie pour toujours. » Vincent ferma les yeux, sachant que le moment de la vérité était arrivé. « Aurore, la question est, étiez-vous au courant? Êtes-vous derrière cette offre? » « Non, » répondit-il immédiatement. Rodolphe a agi de sa propre initiative. « Mais, mais... » Vincent se dirigea vers la fenêtre, observant les montagnes enveloppées de brouillard. « Mais peut-être qu'il a raison. Peut-être que ce serait mieux pour tout le monde si vous acceptiez. » Aurore eut l'impression d'avoir reçu une gifle. « Comment pouvez-vous dire ça? »« Oh, parce que je vais ruiner votre vie, Aurore. » Vincent se tourna vers elle, les yeux brillants d'un mélange de douleur et de désespoir. « Je ruine toujours tout ce que je touche. Ma mère a essayé de m'aimer et a été expulsée. Mon père a essayé de m'apprendre à être fort et à créer un monstre. Vous avez essayé de me montrer ce qu'est le véritable amour, et je vous ai abandonné quand vous aviez le plus besoin de moi. »« Vincent !»« Non, laissez-moi finir. » Il s'approcha d'elle, mais s'arrêta à une distance de sécurité, comme s'il avait peur de la contaminer de sa présence. « Rodolphe a raison sur une chose. Je suis émotionnellement instable. Je ne sais pas aimer sans blesser. Je ne sais pas rester sans fuir.
Michel mérite un meilleur père, et vous méritez un meilleur homme. Aurore l'observa un long moment, voyant au-delà de la douleur et de la peur, l'homme qui s'était livré à elle cette nuit de tempête. « Avez-vous terminé ?» Vincent acquiesça, confus par le calme de sa voix. « Bien, parce que maintenant c'est mon tour de parler. » Aurore se leva, marchant jusqu'à se tenir juste devant lui. « Vous avez raison sur une chose. Vous êtes émotionnellement endommagé. Mais vous savez quoi? Moi aussi. J'ai été abandonné par ma mère. Je me suis élevé seul. J'ai passé ma vie entière à me sentir invisible et sans valeur. Nous sommes tous les deux des personnes brisées, Vincent. La différence est que je suis prête à essayer de me réparer. Vous voulez juste fuir. » Vincent ouvrit la bouche pour protester, mais elle continua. « Vous dites que vous ne savez pas aimer sans blesser? Alors apprenez. Vous dites que vous ne savez pas rester sans fuir. Alors pratiquez. Parce que l'amour n'est pas un sentiment que vous avez ou que vous n'avez pas, Vincent. C'est un choix que vous faites tous les jours. Et vous avez choisi la peur. Hostie, c'est Aurore, vous ne comprenez pas. Oh, je comprends parfaitement. Je comprends que vous ayez peur que je parte comme votre mère est partie. Je comprends que vous soyez terrifié à l'idée de ne pas être un bon père. Je comprends que l'idée de perdre le contrôle vous effraie. Mais savez-vous ce que je comprends d'autre? Elle toucha doucement son visage. Je comprends que vous m'aimez, et que je vous aime aussi, et que l'amour vaut le risque. Vincent sentit des larmes lui brûler les yeux. Et si je vous déçois encore? Alors vous me décevez, et nous en parlons, et nous essayons à nouveau. C'est comme ça que fonctionnent les relations. Vincent, ce ne sont pas des contrats commerciaux avec des clauses de performance. Ce sont des actes de foi. Mais Rodolphe, Rodolphe est un problème que nous allons résoudre ensemble. Parce que c'est ce que font les gens qui s'aiment. Ils affrontent les problèmes ensemble. Vincent la regarda dans les yeux et vit quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. L'espoir. Non pas l'espoir aveugle de la jeunesse, mais l'espoir mature de quelqu'un qui connaît la douleur et choisit de croire en la possibilité de la joie malgré tout. « Je vous aime », murmura-t-il. « Mon Dieu, comme je vous aime, mais j'ai tellement peur. » « Je sais, j'ai peur aussi, mais je ne laisserai pas la peur décider de ma vie pour moi, et je ne vous laisserai pas le faire non plus. » Vincent l'attira alors à lui, l'embrassant avec le désespoir d'un homme qui avait été perdu dans le désert et avait enfin trouvé de l'eau. Aurore se fondit contre lui, sentant comme si elle était enfin rentrée chez elle après un long et douloureux voyage. Quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient. « Que faisons-nous à propos de Rodolphe ?» demanda Vincent. Aurore sourit, et il y avait quelque chose de féroce dans ce sourire qui rappela à Vincent pourquoi il était tombé amoureux d'elle en premier lieu. « Nous nous battons, ensemble. » La confrontation avec Rodolphe eut lieu le lundi suivant dans la salle de réunion du 48e étage de la corporation Delval. Vincent avait convoqué une réunion d'urgence avec tous les principaux actionnaires, y compris Rodolphe, qui arriva confiant et souriant, sans imaginer ce qui l'attendait. Aurore était là aussi, assise à côté de Vincent, avec Michel dormant tranquillement dans ses bras. Sa présence provoqua des murmures parmi les actionnaires, mais Vincent demanda le silence d'un geste autoritaire. « Messieurs, » commença Vincent, « j'ai convoqué cette réunion pour discuter de certaines irrégularités graves qui ont été découvertes récemment. » Rodolphe fronça les sourcils. « Quel genre d'irrégularité ?» Vincent sourit, mais c'était un sourire glacial. Chantage, menace, tentative de manipulation des actionnaires par de fausses informations. « De quoi parlez-vous ?»« Je parle de ceci. » Vincent posa un enregistreur au centre de la table et appuya sur lecture. La voix de Rodolphe résonna dans la pièce, claire comme du cristal, offrant de l'argent à Aurore pour qu'elle disparaisse, menaçant Vincent de la perte de l'entreprise s'il ne s'éloignait pas d'elle. Il y avait aussi des enregistrements de conversations que Rodolphe avait eues avec d'autres actionnaires, répandant des rumeurs sur l'instabilité émotionnelle de Vincent essayant de saper son leadership. Le visage de Rodolphe pâlit progressivement à mesure que l'enregistrement continuait. « Où avez-vous obtenu cela ?»« Aurore a enregistré votre conversation avec vous, » expliqua Vincent calmement. « Et nous avons engagé des enquêteurs pour découvrir quelles autres tentatives de sabotage vous aviez faites. Ce fut une surprise de découvrir que vous tentiez un coup d'État depuis des mois. Gabriel avait été celui qui avait suggéré d'enregistrer la conversation avec Rodolphe, une précaution qui s'était avérée inestimable.
Avec les preuves en main, Vincent avait obtenu le soutien total des autres actionnaires, qui s'étaient rapidement éloignés de Rodolphe lorsqu'ils avaient réalisé l'étendue de ses manipulations. « C'est un coup monté », bégaya Rodolphe. « C'est une preuve », dit sèchement l'un des actionnaires les plus âgés. « Et je propose que Rodolphe Dubois soit immédiatement démis de toutes ses fonctions au sein de la corporation. » Le vote fut unanime. Rodolphe fut escorté hors du bâtiment par des agents de sécurité. Ses tentatives de protestation ignorées par toutes les personnes présentes. Son influence dans l'entreprise avait pris fin, et avec elle sa capacité à menacer Vincent et Aurore. Après que tous les actionnaires furent partis, Vincent et Aurore restèrent seuls dans la salle de réunion. Le silence fut rompu seulement par les petits bruits que Michel faisait en dormant. « C'est fini », dit Vincent ayant du mal à y croire. « C'est fini », acquiesça Aurore. Vincent s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Aurore, je sais que j'ai commis des erreurs terribles. Je sais que je vous ai blessé d'une manière que je ne pourrai peut-être jamais réparer complètement. Mais je veux essayer. Je veux passer le reste de ma vie à essayer de devenir l'homme que vous et Michel méritez. » Aurore sourit, des larmes coulant sur son visage. « Vincent, je n'ai pas besoin que vous soyez parfait. J'ai juste besoin que vous restiez, que vous choisissiez de rester tous les jours, même quand ce sera difficile. »« Je choisis de rester, » dit-il sans hésitation. « Je vous choisis, vous. Je choisis l'amour, même avec toute la peur, même avec toutes les incertitudes. Je choisis d'essayer. » Aurore se pencha et l'embrassa, un baiser qui scella la promesse que tous deux faisaient, de se battre pour leur amour, de construire une famille sur les ruines de leur cœur brisé, de choisir l'espoir au lieu de la peur. 6 mois plus tard, Michel était fort et en bonne santé, après une chirurgie cardiaque réussie. Le garçon était devenu le centre de l'univers de Vincent, qui avait découvert que la paternité était à la fois la chose la plus terrifiante et la plus merveilleuse qu'il ait jamais expérimentée. Aurore avait emménagé dans le penthouse de Vincent, mais ils avaient réaménagé l'espace pour en faire un véritable foyer, pas seulement un monument au succès professionnel. Il y avait des photos de famille sur les murs, des jouets éparpillés sur le sol, et le son des rires résonnant dans les couloirs qui n'avaient auparavant connu que le silence. Gabriel était devenu un ami cher de la famille, le pédiatre de Michel et finalement le parrain du garçon. Il avait trouvé l'amour avec une infirmière de l'hôpital, une femme douce qui appréciait sa gentillesse et son dévouement. Vincent faisait encore des cauchemars parfois, des moments de panique, quand la peur de l'abandon menaçait de le consumer. Mais Aurore était toujours là, lui rappelant que l'amour n'était pas une question de garantie, mais de choix quotidien. Et chaque jour, Vincent choisissait de rester. Ils se marièrent lors d'une petite cérémonie intime, avec seulement leurs amis les plus proches, et Michel, qui dormit tranquillement tout au long de la célébration. Vincent avait demandé à Aurore si elle voulait une grande fête, mais elle avait préféré quelque chose de simple, centré sur ce qui comptait vraiment, la famille qu'ils avaient créée ensemble. La nuit de noces, alors qu'ils observaient Michel dormir dans son berceau, Vincent prit la main d'Aurore et entrelaça leurs doigts. « Penses-tu que nous y arriverons » demanda-t-il doucement. Aurore sourit, se souvenant de la question similaire qu'il avait posée cette première nuit dans la tempête. « Je pense que nous y sommes déjà arrivés. Nous avons créé la vie à partir de la douleur, l'amour à partir de la peur. Si ce n'est pas un miracle, je ne sais pas ce que c'est. » Vincent embrassa sa main, un geste simple qui portait des décennies de promesses futures. « Je vous aime, Aurore Ménard-Delval, et je vous aime, Vincent, pour toujours. » Dehors, Paris continuait sa symphonie nocturne, une ville qui ne dormait jamais, pleine de gens cherchant leur propre miracle. Mais à l'intérieur de ce penthouse, une famille avait trouvé quelque chose de rare et de précieux, un amour qui avait survécu à la tempête et avait choisi de fleurir au soleil. Et tandis que Michel dormait paisiblement entre eux, Vincent et Aurore savaient qu'ils avaient construit quelque chose de plus fort que la peur, de plus durable que la douleur, de plus puissant que toutes les forces qui avaient essayé de les séparer. Ils avaient construit un foyer. Finalement, ils avaient construit un foyer,